Nous allons voir les 5 menaces de cybersécurité les plus courantes. Voilà qui est intéressant, on a pu répertorier les 5. Que 5. Et vos tiers sont-ils en danger? Ça, c'est la question. Bien, les réponses vont être données, entre autres, par Alain Termacossian, qui représente la société OneTrust. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, ma présentation, bien évidemment, je ne vais pas vous faire présenter en quoi consistent les menaces de cybersécurité, mais on va regarder un petit peu ensemble le tour d'horizon. Il y a l'écho, c'est normal? Ok. Un tour d'horizon de comment répertorier l'ensemble de ces menaces et ensuite, bien évidemment, en quoi, moi, représentant de OneTrust, je peux vous aider à contrer l'ensemble de ces menaces, parce que si je suis en train de vous présenter ces menaces-là, c'est que je suis aussi capable de les contrer, sinon on n'en serait pas là pour en parler. Donc aujourd'hui, de façon très rapide dans un premier temps, et ensuite on va rentrer dans l'ensemble de ces piliers, de ces 5 menaces qui ont été répertoriées. Alors, je ne les ai pas répertoriées, mais l'ensemble de la communauté est d'accord pour les classer dans ces 5 ensembles-là. La première, bien évidemment, l'ensemble de ces expansions de l'empire de ransomware. Il y a des noms très, on va dire, un petit peu hollywoodien dans tout ça, mais ça le mérite qu'on l'explique. L'influence des États-nations, je pense que vu le contexte qu'on est en train de vivre, vous vous en doutez que le ransomware devienne un outil d'attaque et d'influence et de pression sur l'ensemble des prises de décision. Les deepfakes, de plus en plus présents. Et ensuite, on va rentrer dans ce que de plus en plus dans la technique au niveau de tout ce qui peut avoir la cybersécurité et votre sécurité physique. Vous avez tous pris le train, l'avion ou bien une voiture qui est connectée. Eh bien, tout cela peut être hacké, peut mettre en danger votre sécurité physique et ensuite passer à la partie cloud IT avec un représentant d'un géant du cloud juste à côté. Ça le mérite d'être signalé. Alors, pourquoi l'expansion de l'empire de ransomware? On a depuis le début des années 2020 particulièrement, il y a eu un shift énorme, c'est-à-dire il y a une plaque géographique qui auparavant n'était pas très sujet au ransomware, qui était la plaque APAC. L'Asie, et aujourd'hui les derniers chiffres montrent que de plus en plus d'attaques liées au ransomware en tout cas se concentrent sur cette plaque géographique, alors pour des raisons différentes, parce que aussi les grandes on va dire entreprises ont une présence plus accrue, plus large, donc du coup il y a plus de choses à aller taper et d'attaquer. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a une juridiction qui est différente. Alors, on a, nous, de notre côté européen, RGPD, côté californien, le CCPI. Le Brésil est un pays extrêmement mature aussi, très proche, avec une législation sur RGPD, le LGBT, qui permet en tout cas d'avoir les mêmes niveaux de protection que pour l'Europe. Et ensuite, on a cette plaque asiatique qui reste une zone grise, un petit peu au niveau de tout ce qui peut être législation. Chacune est différente. La Chine reste un pays complètement opaque à toute forme de législation, en tout cas hormis la sienne, d'influence. Et du coup, ça permet d'une juridiction grise de faire des attaques de plus en plus ciblées sur ces zones-là. Autre chose importante, c'est l'augmentation tactique. Vous avez tous vu, on a tous reçu des mails il y a déjà 10 ans de ça, en nous invitant à nous connecter, à appeler quelqu'un. C'était les premiers pas. Aujourd'hui, c'est un peu plus sophistiqué. Votre numéro de téléphone traîne un petit peu de partout. Il est très simple d'accéder à vous. Il est très simple de vous faire croire qu'effectivement, vous avez un lien avec cette personne qui vous appelle. Je prends des exemples très bateaux, mais en tout cas, c'est pour vous dire qu'à chaque fois, ça fait partie de cette concurrence-là. On doit être créatif même quand on attaque, quand on fait de la cybersécurité. Cette part d'imagination n'est pas à négliger. Et ensuite, il y a un conflit interne en fait dans la cybercriminalité. C'est-à-dire maintenant, on a un modèle de ransomware as a service. Si vous allez... Je vous le souhaite pas, mais en tout cas, il y a des sites douteux et même dans le dark web, vous allez retrouver des entreprises
en tout cas identifiés comme tels, qui vous proposent des packages qui vont de $50 jusqu'à $1000 avec retour sur investissement du ransomware. C'est un modèle économique comme n'importe quelle solution SaaS. Eh bien, voilà, on vous propose de vous donner un kit main libre avec des codes, avec un ensemble de tests que vous pouvez effectuer pour voir s'il y a bien un retour sur l'hameçonnage, sur le ransomware. C'est extrêmement bien fait. Le modèle économique est très travaillé. Donc ça, c'est la première des points, c'est-à-dire cette extension où on devient un modèle économique presque même pas interdite, mais presque on s'y croirait que on est dans le vrai. L'influence des États-nations, vous savez très bien dans le contexte où on est en train de vivre que la cybercriminalité est un outil. On l'a vu depuis les dernières guerres. Alors effectivement, quand on s'attaque à un pays, la première des choses, c'est de neutraliser l'ensemble de son réseau, de son espace aérien, l'ensemble de son réseau numérique. Eh bien, ça fait partie de ça. On a des armées, et alors, c'est pas pour pointer du doigt, pour avoir de pointer figure là-dessus sur certains pays, mais il y a des pays qui sont très très avancés dans la cyber army, dans le cyber war qu'ils mettent en place, et cela depuis des années. Juste pour anecdote, en 2000, l'Estonie avait refusé de poser une gerbe sur le monument de la libération de la ville de Tallinn par l'armée rouge. Eh bien, le lendemain, l'Estonie a été coupée du monde pendant 2 jours, en fait. Et c'est le pays le plus e-governant, c'est-à-dire il n'y a pas de papier, vous passez tout par le net, ils sont 400 000, donc c'est plus gérable que quand vous avez 70 millions d'habitants. Mais en tout cas, ce pays a été coupé du monde pendant 2 jours, et c'est énorme, 2 jours, plus de téléphone, plus de réseau. Et c'est pas pour rien que l'OTAN a décidé, en tout cas, de faire son siège contre la cybercriminalité à Tallinn, en Estonie. Donc, c'est un facteur extrêmement important. Eh bien, le cyberespionnage, bien sûr, qui va avec tout ce que je viens de présenter. Un autre point de prédiction qu'il faut se lancer, c'est le danger des deepfakes. On l'a tous entendu, effectivement, et je pense que on va dire la tentative de Trump d'aller dans ce chemin-là, d'essayer d'influencer à travers les réseaux sociaux un ensemble de punchlines ou bien de choses qui ont été présentées ou dites, eh bien, ça fait partie de ce contexte-là de deepfake. De plus en plus dévoué, il y a des gens qui travaillent énormément là-dessus, c'est-à-dire d'essayer de vous faire croire un message qui n'est pas un vrai message, bien évidemment, mais c'est une arme d'influence, c'est une arme aussi d'influence à la fois économique, parce qu'il y a des décisions qui peuvent être complètement remises en question économiquement quand vous avez un enregistrement qui sort et qu'on se rend compte que 3 mois après que c'était un deepfake, mais en tout cas, le contrat, vous l'avez pas signé, vous l'avez laissé passer parce que ça a influencé d'une façon ou d'une autre la prise de décision. Et bien évidemment, tout ce que ça peut entraîner comme influence sur une marque, un État, une personne. Le point suivant et celui qui, moi, me choque à la limite, c'est cette façon-là où la cybercriminalité, même malgré son nom de cyber, donc de virtuel, revient une vraie menace sur nos personnes en tant que telles, sur notre physique. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a de plus en plus de voitures connectées. Vous avez pris un avion, vous avez pris un train qui a un système informatique, qui a un système d'information qui est relié. Vous avez de la géolocalisation. Toutes ces choses-là peuvent aujourd'hui de plus en plus, effectivement, avec la mise en place d'une cyberarmée, peuvent être trafiquées, mises en mal, et donc du coup mettre en danger votre sécurité physique. Si on fait dérailler le train, si on fait tomber l'avion, ici effectivement votre voiture ne répond plus. Je sais, c'est glauque, il y a des gens qui font waouh, je vous ai vu. Donc du coup, la sécurité physique liée à la sécurité effectivement cybercriminelle est aussi de plus en plus importante. Alors au jour d'aujourd'hui, on n'a pas eu le cas encore de façon vérifiée et avérée qu'il y avait eu des collisions de ce fait-là, mais je pense que c'est quelque chose à prendre en compte. Et enfin, la dernière, c'est un petit peu cette émergence de la data de partout. Donc partout, le fait que vous assistez à ce talk-là, vous êtes une data, vous êtes enregistré, vous avez été scanné, on sait que vous êtes là depuis un moment, on sait où vous êtes, le temps que vous avez passé, les intervenants que vous allez voir, ils vont vous scanner, donc on sait vos centres d'intérêt. Donc
vous-même, vous êtes un algorithme plein de data. Donc, c'est aussi cette collusion-là. Comment on va gérer le fait d'exploiter en bien ou en mal, mais aujourd'hui, on est en train de parler de cyberattaque. Donc, du coup, en mal, le fait d'avoir autant de données, d'avoir dans le cloud avec des acteurs de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, effectivement, vous vous rendez compte que tout le monde essaye de vous vendre la sécurité du cloud à un certain niveau. Alors, ça peut être de l'infrastructure, ça peut être de la plateforme, ça peut être du SaaS. Moi, je vends du SaaS en me disant que ce qu'il y a dans l'infra et dans le PaaS est aussi sécurisé. Bien évidemment, la garantie, je vais montrer patte blanche, mais ça reste quand même un domaine extrêmement perméable à toutes les formes de cybercriminalité, que ce soit maintenant et dans le futur. Et quelques chiffres vont le prouver aussi, c'est qu'aujourd'hui, en 12 mois, les 12 dernières années, il y a eu 44% de cyberattaques, ce qui est quand même assez important. Alors, je vous passe des petites attaques. On parle de ransomware, donc c'est-à-dire des entreprises qui ont été une demande de rançon. Donc ça va dire que c'est quelque chose qui a été construit. Ça veut dire qu'il y a une stratégie derrière, qu'il y a eu des sommes qui ont été demandées. 44% sur les 12 derniers mois entre ce qui a été connu et pas connu. Je trouve que le chiffre est assez impressionnant et je ne pense que ça ne fera que s'accroître au vu de la croissance de la data et de tout ce que je viens présenter avant. Et les organisations, bien évidemment, 64% pensent que ces attaques-là viennent du fait aussi, puisqu'on parle de donner des accès aux tiers. Vous avez des partenaires, vous mettez en place effectivement un ensemble de partenariats avec qui vous travaillez, vous donnez des accès. Eh bien, aujourd'hui, 74% de ce danger-là vient du fait que vous avez partagé ces informations-là ou que vous avez laissé un partenaire, en tout cas, travailler en bonne d'une foi avec des certifications, en due diligence, et vous avez voulu faire des affaires, mais d'autres ont profité de cette faille-là, en tout cas de l'externalisation de votre domaine avec le partenaire pour pouvoir mettre le pied devant la porte et essayer de s'immiscer. C'est typiquement ça. Et le dernier chiffre qui est important, c'est la confiance. Et c'est-à-dire que c'est un peu comme dans la vie, vous avez une réputation. Si elle est mauvaise et si elle vous colle à la peau, il faut du temps avant de se l'enlever. Et du coup, ça fait partie aussi cela. Donc, 25% de la valeur marchande d'une entreprise est souvent liée à la confiance, à l'image que vous envoyez. Donc ça, c'est très important. Il y a des entreprises qui ont une très mauvaise image et pourtant elles sont performantes. Et puis il y a le contraire aussi. Il y a des entreprises qui c'est des vrais passoires et de l'autre côté, elles ont une vraie image de safeguard et on se dit on leur fait confiance. Donc vous voyez, cette gestion-là de la confiance par rapport à la réalité, là aussi, il y a un gap, il y a quelque chose à faire, mais je pense que là, c'est du côté plus du marketing et de la visibilité et de la communication qu'il faut aller chercher. Alors, bien évidemment, si je parle de tout ça, c'est pas pour faire un cours d'université ni de conf, c'est pour vous dire que nous, chez OneTrust, on va pouvoir vous aider là-dessus. Bien évidemment, parce que, si je vais dans l'autre sens, c'est mieux, on va vous offrir une plateforme qui va à la fois, effectivement, vous offrir l'ensemble OneTrust, une seule confiance, donc de travailler sur cette confiance-là, déjà ce qui est extrêmement important, donc d'avoir aussi toute la gouvernance de la data et le monitoring de la data qui va vous permettre de mettre en place la confiance. Si vous savez comment vous gérez la data, si vous la monitorez et vous savez qu'elle est compliance par rapport à la législation, bien, il y a une forte chance que cette confiance-là puisse être cultivée, être mise en place. Pour cela, on vous propose effectivement différents piliers. Ces différents piliers qui sont dans cette plateforme. La première, comme je viens de l'évoquer, de tout ce qui est lié à la privacy au sens confidentialité et gestion de la data. La deuxième va être le GRC et la sécurité liée à l'assurance. Alors, le FIC est plus porté, l'ensemble des intervenants, sur la partie GRC, cybersécurité, même si les pans avec la privacy et la data gouvernance sont très faciles à trouver. Le deuxième point, c'est l'éthique et la compliance. De plus en plus, des entreprises demandent à être effectivement d'avoir une éthique forte. Si vous êtes, par exemple, victime d'harcèlement, victime de discrimination, vous devez avoir une plateforme pour pouvoir le signaler.
eh bien, la plupart des entreprises, c'est le RH qui est un représentant du RH qui est juste pratiquement un parloir où vous allez taper à la porte en disant je viens de me faire molester. Ben, c'est pas forcément super anonyme, ça vous met pas forcément à l'aise, vous n'avez pas un rapport avec le RH qui peut être facile à mettre en clé, alors qu'une plateforme dans l'entreprise de façon anonyme est beaucoup plus simple à relever certaines, on va dire, désagréments liés à l'éthique et à certaines discriminations. Et enfin, le dernier point où sur la partie ESG et développement durable, eh bien là aussi, bien sûr, toutes les grandes entreprises aujourd'hui doivent produire des rapports RSE, c'est-à-dire des rapports sociaux, environnementaux et économiques. Eh bien, l'ESG va vous permettre, à travers en fait d'avoir gouverné la privacy, la data gouvernance liée à la GRC et même à l'éthique, de sortir un rapport où tous ces data vont vous pouvoir être conformes à l'ensemble de ce qu'on vous demande en termes de RSE. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à venir. On peut vous faire un ensemble de démos. On peut vous faire l'implémentation de différents use cases anonymisés que nous avons fait par rapport à nos clients. Et donc, du coup, on peut boire un café ensemble et je vous fais une démo de toute cette plateforme. Je vous remercie.